actuelle. Autour de l'initiative Une ceinture, une route. Donc, deux, trois mots sur moi-même. Pourquoi je suis là? Je travaille dans les relations internationales. Je suis également doctorant dans la relation spécifique entre la Chine et l'Afrique et j'étudie les relations Chine-Afrique depuis 2003. Donc j'ai un peu une idée de ce qui se passe dans la dernière décennie dans cette zone. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quoi cette initiative Une ceinture, une route et en quoi elle est connectée justement à l'Afrique? Quel impact à long terme nous allons attendre justement quand nous parlons de ce projet Une ceinture, une route en Afrique? Donc le slide suivant, est-ce qu'on peut, si possible, éteindre la lumière? Ça m'aiderait pour que les gens puissent voir cette image. Cette image que je montre à chaque fois quand je fais des présentations et je demande qu'est-ce que vous voyez ici? C'est simple, mais qu'est-ce que vous voyez? Ou qu'est-ce que vous devriez voir? Vous devriez voir quelque chose. C'est une question rhétorique, donc j'attends pas une réponse de votre part. Mais ça prend parfois plusieurs minutes pour que les gens réalisent ce qu'ils voient. Ce que vous voyez, l'absence du continent américain. Voilà ce que nous voyons, l'absence du continent américain. En disant cela, vous voyez que cette initiative Une ceinture, une route, la version chinoise de l'initiative Une ceinture, une route, est absolument orientée vers l'Eurasie, qui commence en Chine et orientée premièrement et prioritairement vers l'Eurasie. Comme l'idée dont on a parlé justement dans les années 90, quand Madame Larouche avait amené ce concept de pont terrestre eurasiatique. Et sur cette carte, vous voyez l'Afrique par contre, en tant que continent, sur le côté gauche, qui doit être partie prenante dans l'initiative Une ceinture, une route. Ce que nous savons, que l'Afrique c'était pas dans la première pensée justement dans l'initiative Une ceinture, une route. C'est venu de manière secondaire dans l'initiative, puisque comme je l'ai dit, c'était d'abord premièrement orienté vers l'Eurasie, où les professeurs de Beijing à qui j'ai discuté se sont battus pour justement que l'Afrique apparaisse dans cette carte. C'est les premiers justement qui ont écrit sur cette initiative et pour ce projet-là et sur la Chine et l'Afrique et qui devaient faire en sorte que l'Afrique fasse partie de cette initiative. Doit être considéré comme un partenaire dans le projet Une ceinture, une route. Ouais, donc ils ont appelé ça Une ceinture, une route, un continent. Voilà, certains ont proposé ce concept. Donc, comment on comprend l'initiative d'une ceinture, une route dans un contexte africain? L'initiative elle-même est une initiative très ouverte. C'est une idée. C'est pour ça que c'est très ouvert. Et c'est une idée très ouverte. L'idée reste ouverte et tout le monde peut venir participer et se connecter à cette idée. On a entendu ce matin justement l'initiative 16+1 avec les pays centraux d'Europe centrale et de l'Est. Ces pays veulent rejoindre cette initiative. Donc c'est une idée. Donc cette initiative crée pour réécrire l'histoire ou créer de l'espace pour de nouvelles voix, des voix qui ont été empêchées de s'exprimer pendant des années, pendant des dizaines d'années, peuvent aujourd'hui sortir de leur silence, sortir de leurs endroits cachés et commencer à se référer à leur propre part dans cette initiative. Les Indiens
on dit qu'ils se sont opposés un peu à l'initiative Une ceinture une route, mais non. Mais ça fait partie de l'histoire indienne, cette histoire-là. Il y a longtemps de cela. Donc on entend toutes ces nouvelles voix qui permettent sur le continent africain de faire que de nouvelles voix s'expriment, de nouvelles idées s'expriment et un scénario nouveau se met en place pour le continent. Donc c'est évidemment la mise en place, premièrement, d'infrastructures. On n'a pas encore une institutionnalisation justement au niveau politique. Donc on a des idées pour des projets infrastructurels, pour les corridors de développement, mais on n'a pas une politique institutionnelle sur cette question-là. Si on parle de l'Asie, par exemple, sur les investissements, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, justement la nouvelle banque de développement, ces projets sont connectés justement à ces projets d'infrastructure. En Afrique, on n'a pas ça. Donc c'est un des besoins de l'Afrique. Et ce que l'Afrique a besoin, c'est premièrement justement ces infrastructures de développement, à une aspiration très forte. C'est l'agenda 2063 qui a été fait par l'Union africaine. Donc qui est en parallèle, justement, il y a le plan de l'Union africaine, justement, d'un plan pour des transformations structurelles des infrastructures en Afrique, au niveau interne sur le continent, de faire cette connectivité dont on parle. Donc ça correspond totalement à ce plan de l'Union africaine, qui est discuté sur le continent africain. Et vous voyez cette carte, il y a différents corridors qui émergent ici et là. Les gens pensent à ces choses-là. Différents acteurs de la société africaine qui développent cette idée des corridors de développement. La question, c'est qui va financer tous ces projets? Ça, c'est une grande question. Pour le développement de ce nouveau système, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, que l'humanité a fait, ou ici, on n'a jamais vu ça. On n'a même pas toutes les connaissances pour le faire. Donc les gens travaillent sur ce projet, ils ont réussi à mettre en place cette nouvelle, justement un système de développement, de ce qui est vraiment un système de développement qui est fonctionnel. Le système lui-même, c'est essentiellement motivé de ce que la population a besoin. C'est ouvert. Et ensuite, les gens peuvent rejoindre ce système et ils font le boulot. Et à ce moment-là, leur esprit va dans des endroits qu'il n'est jamais allé auparavant en termes avec cette vision et ces projets. C'est de notre boulot. Do it. Faites-le. C'est votre boulot. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Larouche, sur ça. Je me concentre évidemment sur les institutions africaines. L'Afrique que nous voulons, c'est le nom de l'agenda de la politique de l'Union africaine, de le plan 2063, justement, qui réfléchit à tous ces projets d'infrastructure. Pour que le continent a eu besoin pendant des années et c'est jamais arrivé. Donc c'est totalement en effet nouveau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc on a cet acteur qui arrive. Qui nous aide à faire ce travail que nous attendions. Et c'est très... du point de vue de la perspective africaine, c'est vraiment une avancée très importante, un gros plus pour beaucoup d'Africains et de pays africains. Donc l'idée de cette initiative Une ceinture, une route et de ce plan 2063, cela aide justement ce qui se passe déjà entre les relations entre la Chine et le forum de la coopération pour la Chine-Afrique, de la Chine et de l'Afrique, qui s'appelle le FOCAC, comme vous pouvez voir, qui est un peu le même système que le groupe des 16+1 dans les Balkans, dans l'Europe de l'Est.
Et donc il y a des forums qui sont organisés justement régulièrement. Et donc dans ces forums, la position de la Chine a toujours été de s'adapter aux besoins qu'il y avait sur place. Je vais expliquer comment ça a changé. Donc c'est tous les 3 ans ces forums. Il y a un grand forum qui justement qui s'adapte aux besoins de la Chine et aux besoins de l'Afrique. Et ce qu'on voit depuis 2015, depuis Johannesburg, c'est que la Chine a été totalement a changé ses priorités du point de vue d'un aspect social, plus vers justement les infrastructures de base. Et la Chine a déclaré clairement qu'il voudrait de voir la relation entre la Chine et l'Afrique se développer justement sur le développement des réseaux de chemin de fer, l'industrialisation, le transport maritime et le transport aérien. Et de donner la priorité justement au programme pour les infrastructures en Afrique, qui est le projet de l'Union africaine, le PIDA, Programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Et ça se développe en 400 projets totalement différents sur le continent. Là, des lignes de télécommunications, tout ce qu'on a besoin finalement pour une vraie nation, pour qui lui permette de fonctionner. Et la Chine a été très très claire également qu'ils veulent coopérer avec l'Afrique sur les infrastructures qui génèrent de la connectivité dans les sous-régions africaines pour les intégrer, pour les désenclaver. Et ça, c'est très important, de faire cette connexion entre les pays d'Afrique. Donc c'est une nouvelle approche, justement. Ils ont changé leur approche, justement, et ils ont également mis plus d'importance en 2016. Ils ont dit, nous, notre but en Afrique, c'est une coopération au niveau industriel et agricole. C'est donc toujours dans l'économie physique. C'est une approche qui est basée sur l'économie physique. Et la précondition, c'était évidemment le développement des ressources humaines et des ressources infrastructurelles pour avoir des industries. Pour avoir des industries, il faut des ressources humaines, c'est-à-dire des gens qualifiés. Donc ce qu'on peut voir maintenant en Afrique, c'est que depuis au moins 2 ans, il y a une corridorisation, si on peut s'exprimer ainsi, une corridorisation de pas un seul pays, c'est pas un seul pays qui est important, mais de régions dans leur ensemble. Voilà, la Chine pense plus en termes de régions, et c'est pas juste des relations bilatérales de pays à pays. Maintenant, il y a une approche régionale, c'est-à-dire qu'on veut développer des régions dans leur ensemble. Et si vous regardez les corridors africains, si vous avez cette carte sur la droite, donc il y a 33 corridors vous pouvez voir qu'ils sont en cours de développement, avec des ports, des routes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que font ces corridors, c'est juste de relier des zones. Et en faisant cela, on crée évidemment un développement régional, des initiatives justement de développement. Et la Chine joue un grand rôle justement dans cette corridorisation de la société africaine. C'est ce qu'on a entendu avec la Bulgarie, par exemple, mais si vous allez en Asie centrale, vous avez la même dynamique de développement des corridors. C'est ça, l'initiative Une ceinture, une route, et ils soutiennent ce type de projet. Donc d'un point de vue de la perspective africaine, maintenant, la question que nous avons envers la Chine, au moins en termes de sous-région, est-ce que ça nous aide, cette relation avec la Chine, pour avancer ces projets de développement infrastructurel que nous voulons faire? Cette interconnectivité régionale et sous-régionale en Afrique, donc ça on le voit, donc dans notre relation avec la Chine, et ce processus d'industrialisation est également devenu une réalité.
Ces caractéristiques qui sont en jeu ici, par exemple, vous savez, je connais pas mal de gens qui travaillent dans ce projet. On a bossé là-dessus. J'ai bossé là-dessus en grande partie avec ma femme sur ce sujet depuis longtemps. Cette idée, elle est d'abord dans l'esprit des scientifiques. Vous voyez que ça émerge de cette manière-là. Cette idée a émergé. Et le danger aujourd'hui, c'est que les gens interprètent cette idée, justement, de comment cette chose est arrivée. Et maintenant, dans une courte période de temps, ce mouvement, cette opération de la route de la soie, s'est développé de manière très impressionnante partout. Et d'autres groupes sont en train de rejoindre cette idée. Il y a une connexion très importante, qui est de première importance. Et on doit bosser là-dessus, on doit intégrer qu'est-ce que cela a été avant. On doit changer, on doit construire, rendre cette idée plus forte. C'est ça la chose la plus importante. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie du tout. C'est une patate chaude, donc prête à être cuisinée. Et il dit, c'est ce que je dis, c'est que la Chine est venue chez nous pour cuisiner, pour faire chauffer la patate. Donc on doit cette patate qui est restée là, elle est restée là pendant des années et personne n'est venu la cuisiner. Et là, il y a la Chine qui vient. La Chine qui vient cuisiner cette patate. J'appelle ça un jeu de pouvoir. J'espère. Si on regarde, allons à un dessous, à un niveau en dessous, l'Afrique de l'Est. Donc ces plans-là existent depuis très 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 longtemps. Donc, on sait que des Américains, des instituts de recherche ont joué un rôle très important pour créer ces plans. Justement, on sait, dans les années 60-70, pour l'Éthiopie, il y avait beaucoup de cabinets de recherche américains qui ont travaillé pour faire des barrages, le barrage de la Renaissance, qui vient d'être construit. Ce projet-là vient de projets scientifiques qui avaient été faits aux États-Unis dans les années 60 et qui est construit seulement maintenant. Donc ça, c'est des projets qui existent depuis des décennies. Mais personne n'a été capable de le payer, de financer. Et là, maintenant, l'argent vient de Chine, donc ces projets sont construits. Et c'est ça qui change le jeu. C'est ça que l'initiative Une ceinture, une route change dans le monde. Vous regardez là, vous avez différents types de corridors qui sont en train de se construire, qui va avoir un impact très grand sur la vie de la population. Donc vous avez le sud du Soudan, le corridor du sud-Soudan, vous voyez le jaune et le rouge, qui va jusqu'à Nairobi, Juba, Addis Abeba, Djibouti. Donc tout ce corridor de développement, la plupart, c'est dans le port, c'est les Chinois qui sont en train de développer toute cette région. Et de Mombasa à Nairobi, vous avez vu ce train à grande vitesse, je crois qu'on en a parlé. Ça y est, il est en place, il a été inauguré et les gens peuvent l'utiliser maintenant. Et c'est pareil du port de Djibouti jusqu'à Addis Abeba. Ce train, cette économie physique, cette infrastructure physique sont en place. Elles fonctionnent. Maintenant, elles existent réellement. Et voilà ce qui change la vie des gens. Et le transport du port de Djibouti jusqu'à Addis Abeba
c'était 3 jours. Avec le train, aujourd'hui, c'est 10 heures. Donc vous voyez l'activité économique qui s'ensuit, simplement avec ce seul corridor de développement, simplement cette ligne de développement physique, de train. Et probablement le représentant d'Éthiopie l'a mentionné hier, certains aspects de ce projet. Et si on regarde les autres corridors de développement, vous avez en Tanzanie, vous avez le port de Bagamoyo. Ce projet a été approuvé, un consortium chinois a été signé justement avec le Koweït, apparemment pour établir un port moderne dans cette région. C'est pourquoi je mentionne ce type de grand projet, c'est parce que pour vous montrer quel type de changement cela amène justement dans toute la région, pas simplement sur les côtes, mais ce qui se passe aussi dans les terres, grâce aux acteurs chinois qui sont sur place. Et ça change le scénario du continent africain, l'avenir du continent africain. Pour moi, l'Afrique de l'Est est le point d'entrée, quelque part, pour l'initiative Une ceinture, une route. Je sais que l'Égypte et le Maroc ont fait de grands pas et de grands projets pour justement participer à ça aussi. Mais si on regarde l'ensemble du projet de l'initiative, je considère que l'Afrique de l'Est, de Djibouti au nord jusqu'au Mozambique, aura un plus grand impact sur l'ensemble du continent, sur les conséquences de ce que sera cette initiative en Afrique. Et c'est pour ça que l'attitude de la Chine envers l'Afrique est en train de changer. Depuis 2016, donc vous avez justement ce qu'on appelle les partenaires prioritaires pour la coopération sur les capacités de production qui a été mis en place avec l'Égypte, l'Angola et le Mozambique. L'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, la République du Congo, l'Égypte, l'Angola, le Mozambique font tous partie justement de ce qu'on appelle les pays pionniers pour démontrer la coopération industrielle entre la Chine et l'Afrique. Voilà, c'est ces pays qui ont été des pays pilotes, on pourrait dire. Donc on observe justement l'émergence justement de ces relations entre la Chine et l'Afrique. Maintenant, il y a une différenciation évidemment qui se met en place entre différents, parce que justement, il y a ces corridors qui se mettent en place, certains avancent avec certains pays prioritaires. Là, c'est une autre idée. C'est où va l'argent des Chinois? J'ai entendu une question, c'est comment la Chine a eu tout cet argent, mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est de réfléchir à où est-ce que va l'argent. Ça, c'est des données de 2016. Donc la plupart des prêts que fait la Chine à l'Afrique, ça va dans l'énergie et les transports. Et les transports, c'est très 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 important. Donc sur la période 2000-2014, vous voyez que c'est dans les transports et l'énergie que les investissements ont été les plus importants. Et là, vous avez en milliards de dollars, justement, les prêts de la Chine, justement. Vous avez l'Ouganda, vous voyez, l'Éthiopie, 12,3 milliards, le Kenya, 5,6 milliards, pour construire des routes, des barrages, des parcs industriels. Donc, c'est pour ça que sont faits ces prêts. Et à partir de ces plateformes, justement, industrielles, le développement peut se faire plus vite. Si vous n'avez pas d'argent pour vos secteurs productifs, vous n'allez pas aller voler très loin. Si on regarde l'Éthiopie maintenant, on ne peut pas voir vraiment à cause des lumières, mais si on regarde l'Éthiopie, c'est les projets de transport et les parcs industriels. Vous voyez le plan, vous avez toutes les lignes, vous voyez, bon, d'ici je ne vois pas bien, toutes les lignes qui sont des trains, je pense qu'elles sont jaunes. Voilà, on voit Djibouti, Addis Abeba qui est déjà construit. Et après, il y a en fait 8 routes différentes dans le plan Éthiopie par le gouvernement qui vont être construites là.
Donc il y a la Turquie également qui nous aide dans ce projet-là. Et il y a les Indiens aussi qui veulent venir nous aider. Mais majoritairement, ces projets sont actuellement construits par la Chine. Et si vous voyez ces routes, vous voyez la prolifération des zones industrielles, des parcs industriels à l'intérieur de l'Éthiopie. Tous ces parcs industriels sont justement construits le long de ces corridors de développement ferroviaire. Hein. Donc on aura une production, des corridors de production. On aura de production à production, des pôles industriels à un autre pôle industriel. Et ensuite Kenya, Tanzanie, et tout ça va se relier au fur et à mesure. C'est sur les parcs industriels, donc c'est les 22 parcs industriels, c'est les détails de ces 22 parcs industriels. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous voyez, on ne vous voit pas, mais c'est construit par les entreprises chinoises. Il y a le nom de ces entreprises. Ouais. Majoritairement. Donc ces zones de développement économique industriel, il y en a aussi au Kenya, en Tanzanie et dans d'autres pays, au Rwanda et même j'ai entendu au Sénégal. Ça devient un modèle. C'est des pôles d'attraction justement pour l'initiative Une ceinture, une route, pour les compagnies chinoises qui veulent aider le continent africain. Sans ces parcs industriels, il n'y aura pas de compagnies d'industrie et de sociétés chinoises qui viendraient. Je voulais juste vous montrer également cette carte, c'est la distribution de l'énergie justement en Afrique. Encore une fois, c'est beaucoup d'implications de la compagnie de la Chine. Elle est prédominante. Donc c'est les centrales, des énergies renouvelables, les barrages hydroélectriques. Et vous voyez que l'Afrique de l'Est est très au boulot en ce moment là-dessus. Donc on voit par sous-région. Donc vous voyez sur la carte de gauche qu'il y a beaucoup plus d'impact sur l'Afrique de l'Est en termes de création de potentiel énergétique. Donc quel est l'impact pour les pays africains? Je sais que je dois me dépêcher. Donc les acteurs chinois contrôlent de plus en plus les corridors de développement dans l'Afrique de l'Est. Donc voilà, on doit le dire, ils s'engagent, ils font les plans, ils financent et ils les mettent en place. Donc toute la chaîne de travail est contrôlée par la Chine. Ce que j'appelle les complexes industrialo-infrastructurels créent de nouvelles opportunités pour les bassins d'emploi, évidemment énormément d'emplois. Maintenant, des gens ont des emplois et peuvent aller travailler grâce à ces projets de développement. Mais en même temps, on vit pour la première fois une sorte de dépendance à noter. Et on voit des formes de relations nouvelles justement entre les compagnies chinoises importantes et les États africains. Comment on gère ces interactions entre l'État et les grosses compagnies. Donc c'est l'accumulation de capital, justement. Donc l'argent de la Chine est mis dans les secteurs productifs. Ce n'est pas l'argent spéculatif. C'est qu'il y a une horizon à long terme qui peut rester longtemps en Afrique. Aujourd'hui, la seule source qui peut avoir ce type de pensée à long terme. C'est totalement différent, justement, de l'argent à court terme, de l'argent spéculatif qui nous vient des pays occidentaux. Donc ça crée justement une accumulation de capital industriel, justement, pour le développement. Et ça nous pose une question, nous, pays africains. Comment on organise la force de travail, les gens, et comment on organise l'espace, justement, en fonction de l'argent qui vient. Donc ça, c'est des questions que nous posons. Et aussi les nouveaux centres de production, justement, ça crée de nouvelles interactions contre, justement, les pratiques, les partenaires traditionnels de l'Afrique. Donc ça pose des questions, évidemment.
les anciens partenaires, voilà, est-ce que c'est bien ou pas? Donc les partenaires traditionnels, je pense surtout aux acteurs européens, donc aujourd'hui malheureusement ils perdent beaucoup, justement puisque l'Asie qui investit dans ses capitales manufacturiers. Donc si la Chine peut faire ses projets, faire les plans, les financer, les mettre en place, voilà, elle peut facilement les faire tout seule et exclure justement les autres partenaires. Donc c'est facile pour elle. Donc justement, la manière dont sont alloués les fonds dépend de comment vont être réalisés les projets. Et c'est que le problème, c'est que les partenaires traditionnels pensent dans le vieux paradigme, la vieille manière de penser, avec l'axiome l'Afrique est dépendante de l'aide au développement. Ils ne voient pas un continent avec plein d'opportunités. C'est toujours vu un continent qui a besoin d'aide. L'aide au développement. Ça doit changer. Donc les mécanismes d'allocation pour les nouveaux marchés augmentent. Ça rend difficile pour les compagnies de ces pays, de ces anciens partenaires traditionnels, pour entrer même dans les marchés maintenant. Et même s'ils veulent faire la compétition, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils sont exclus du marché. Ils ne peuvent pas battre par rapport au prix. Donc ils ne peuvent même pas accéder à ces marchés. Ça, on le voit dans le secteur des télécoms ou même dans la construction des infrastructures. Toutes les constructions de barrages en Afrique aujourd'hui sont faites par la Chine. Et une question qu'on discutait récemment avec justement nos amis chinois dernièrement, c'est de travailler avec ses partenaires traditionnels, justement, de faire une coopération trilatérale, en particulier pour les acteurs européens, de les inclure. Si les acteurs européens veulent bien justement utiliser les structures construites, les zones industrielles créées par les Chinois, par exemple, ils peuvent venir installer leurs compagnies européennes et produire en Afrique également. Donc ils ont besoin, ces anciens partenaires ou les partenaires traditionnels, de changer de paradigme. Il faut les aider justement à arrêter de penser que l'Afrique a besoin d'aide au développement. Voilà, ils doivent changer de paradigme. Ils n'auront pas beaucoup de succès dans les années qui viennent s'ils ne changent pas leur état d'esprit. On doit reconnaître que les pays africains et la Chine ne sont pas tout à fait engagés à travailler avec les partenaires européens. S'il n'y a pas un changement de paradigme, pourquoi ils bosseraient avec eux? Voilà. Pourquoi ils travailleraient avec les acteurs européens si ça marche sans l'Europe? Ils font les projets, ça fonctionne, donc voilà. Donc on voit que géopolitiquement aussi, les choses. Il y a un changement quand même à travers des initiatives Une ceinture, une route, parce que ces pays africains peuvent travailler directement. Ça a un impact sur la politique européenne. C'est pour moi terminé, je vous remercie tous.